Sous la lueur d'une lune pâle, un grand château se dresse fièrement sur le ciel sombre. À l'intérieur, une femme aux élégantes cornes et aux longs cheveux flottants se tourne vers son compagnon en armure. « Es-tu prêt, Aqua Trussler ?» demande-t-elle calmement. Il serre son poing ganté et répond « Oui ». Elle esquisse un léger sourire. « Alors allons-y. » Tandis que les lourdes portes s'ouvrent en grinçant, les pensées d'Aqua narrent la scène, la menace imminente du monde des démons et le destin tragique qui se profile pour le royaume des humains. Pourtant, il admet que tout cela lui importe peu. Pour lui, il ne s'agit ni de destin ni de devoir. Mais si c'est pour protéger mes passe-temps, murmure-t-il, je n'ai pas le choix. La scène se déplace vers une grande salle où une assemblée de créatures puissantes attend. Un homme bête plisse les yeux, méfiant. Qui est-il, au juste, grogne-t-il. Un autre jette un coup d'œil au compagnon d'Aqua. Et l'homme masqué à vos côtés. Avant que les murmures ne s'amplifient, des démons en armure s'agenouillent en signe de révérence. Nous vous attendions, notre déesse, proclame-t-il. La femme se tient droite aux côtés d'Aqua, imperturbable. À partir d'aujourd'hui, déclare-t-elle, cet homme sera votre seigneur. Aqua se gratte la tête, gêné. Il est temps de devenir le roi démon, je suppose. Une double page saisissante s'ensuit, montrant Aqua Trussler, fier dans son armure, entouré d'une redoutable armée, son compagnon cornu, de féroces guerriers et des alliés monstrueux. Ceci marque le début de son règne en tant que nouveau roi démon. L'histoire bascule ensuite dans un cadre plus calme et ordinaire. Dans une guilde lumineuse, une réceptionniste l'interpelle, « Aqua, merci d'avoir patienté. » Elle lui tend une lourde bourse. « Voici votre récompense pour la quête. » Aqua sourit, appréciant la généreuse somme. « La totalité, hein ? J'apprécie vraiment la générosité de la notation. » La réceptionniste le félicite pour son travail, soulignant la qualité des herbes qu'il a rapportées. Lorsqu'Aqua lui demande s'il reste des quêtes de bas niveau, elle s'excuse en expliquant que celles-ci sont réservées aux autres apprentis aventuriers. Elle ajoute aussitôt que des quêtes de niveau intermédiaire sont disponibles, mais Aqua secoue la tête. « Non merci, dit-il en souriant. » Avec un sourire confiant, il révèle son nom et son grade, Aqua Trussler, aventurier de bronze. Pour des raisons personnelles, il ne vit que de quêtes de bas niveau. Ce qu'ils ignorent, c'est que cet humble aventurier est celui-là même qui est destiné à régner en tant que roi démon. Aqua se gratte la nuque, l'air un peu penaud, tandis que la réceptionniste de la guilde rit doucement. « Je m'en doutais. » Il s'excuse nonchalamment, et elle secoue simplement la tête. C'est toujours comme ça. Le narrateur explique que ces échanges naturels entre eux ont commencé dès qu'elle a pris ses fonctions à la réception. Leur routine est devenue presque une seconde nature. Tandis qu'Aqua dépose soigneusement son paiement sur le comptoir, un autre aventurier s'approche. « Salut Aqua », le salue-t-il avec un sourire suffisant. « Tu ne fais toujours que des quêtes de bas niveau. » C'est Torzel, un aventurier de rang argent, chef de sa propre équipe. Son attitude confiante en dit long, il méprise clairement Aqua. Aqua hausse simplement les épaules, sans réagir à la provocation. « Non, ça va », répond-il lorsque Torzel lui propose son « aide » pour les quêtes plus difficiles. Torzel ricane et passe un bras autour de l'épaule d'Aqua. Ramasser des herbes, c'est un boulot qu'un simple civil pourrait faire, non ? Aqua le regarde d'un air absent, mais Torzel poursuit, HMPH, la récompense pour une quête de bas niveau est vite comptabilisée. Tu as si peur de mourir ? Aqua ne répond pas, termine tranquillement de compter ses pièces et ses cartes. Oups, désolé de vous avoir gêné. J'ai fini de compter, je vais me pousser. Torzel fronce les sourcils en voyant le sourire désinvolte d'Aqua. TCH. C'est quoi ce sourire idiot ? Aqua fait un signe de la main joyeux. Ah, tu l'as compris. Bon, je dois y aller. Une fois dehors, Aqua lance une pièce en l'air en arpentant les rues animées de la ville. Il peut dire ce qu'il veut, murmure-t-il, serrant la pièce dans sa main. Tout en continuant sa marche, ses pensées se font plus introspectives. Torzel n'est pas un mauvais bougre, du moins quand il ne se comporte pas comme un imbécile. Mais depuis toujours, de mémoire d'Aqua, Torzel a toujours cherché la bagarre. Pourtant, Aqua ne prend même pas la peine de s'expliquer. Surtout pas à Torzel, pense-t-il. Si je lui disais, il deviendrait encore plus insupportable. Il admet que vivre uniquement de quêtes de bas niveau ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, et la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi il s'y obstine. Mais ce n'est pas grave, il n'a pas besoin d'eux.
Je veux juste que personne ne me mette des bâtons dans les roues. Il s'arrête, serrant une pièce de monnaie dans sa main, et regarde devant lui avec un sourire. Mon seul et unique plaisir. Et il est juste ici. La case suivante s'ouvre en grand pour révéler une immense arène bondée d'une foule en liesse. Aqua s'avance d'un pas assuré, le soleil illuminant son visage déterminé. L'arène, dit-il avec un sourire, c'est là que je dois être. L'immense arène explose de joie lorsque la voix du speaker résonne dans le Colisée de pierre. Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Le tournoi d'aujourd'hui va commencer. La foule rugit encore plus fort lorsque le speaker présente le premier combattant, Benga à la hache puissante, un guerrier invaincu affichant 15 victoires consécutives et aucune défaite. Le géant musclé lève son arme massive, savourant l'adoration du public tandis qu'il exhibe ses muscles et rugit de triomphe. Dans les tribunes, Aqua, détendu et souriant, est visiblement ravi. On commence avec Benga, hein? Ils ont bon goût, se dit-il. Mais il n'est pas là pour se battre. Mon but n'est pas de participer à la compétition, pense-t-il en se penchant en avant, excité. C'est de ne jamais rater un seul match dans cette arène, et de tous les voir de mes propres yeux. Il réfléchit au système de classement des aventuriers bronze, argent et or, et à la façon dont il complique sa vie tranquille. Les aventuriers de rang argent et or sont tenus d'accepter des quêtes à l'étranger, ce qui les oblige à quitter le pays pendant de longues périodes. Aqua, quant à lui, se contente de rester exactement où il est. Je suis bronze rang 7, remarque-t-il. Si je monte d'un seul rang, je devrais quitter ces terres pendant des semaines, voire des mois. Mais tant que je n'accepte aucune quête de rang intermédiaire, je peux rester un aventurier de bronze pour toujours. Avec un sourire confiant, il serre le poing. Voilà pourquoi je m'en tiens à ma règle, uniquement les quêtes de bas rang. Le match suivant commence, avec l'arrivée du nouveau venu, Nick au point de fer, un combattant novice. La foule murmure tandis que le petit gabarit déterminé entre sur le ring face à l'imposant Benga. C'est qui, le petit gars, raille un spectateur. Il est venu pour mourir? Un autre ricane, persuadé que ce ne sera même pas un vrai match. Mais le regard perçant d'Aqua se durcit. Il est petit, mais ce combattant est redoutable, murmure-t-il. La tension est à son comble lorsque Benga charge, brandissant son énorme hache dans un rire tonitruant. Ton premier combat, c'est contre moi, gamin. T'as vraiment la poisse. La foule réclame du sang, Benga. Démolis-le. Pourtant, Nick reste imperturbable, les poings levés, les yeux brûlants de détermination. Ouais, murmure-t-il tandis que le géant se rapproche. C'est exactement ce que j'espérais. Aqua se penche en avant depuis les tribunes, les yeux rivés sur l'arène. Benga est sans aucun doute fort, murmure-t-il, mais ce premier match s'annonce déjà prometteur. La foule s'impatiente lorsque le speaker lève les bras en criant « Et maintenant ?» Le premier match commence. L'atmosphère est électrique. Aqua serre les poings, son cœur battant la chamade au rythme des rugissements de la foule. Allez, murmure-t-il, l'excitation le submergeant. S'il vous plaît, faites-moi vibrer. Benga pousse un cri de guerre et charge le premier, abattant sa hache massive avec une force brutale. Voilà. Le coup fatal préventif. Le coup de Benga, s'écrie le commentateur. Mais à la stupéfaction générale, Nick, le plus petit des deux, esquive l'attaque avec une agilité parfaite, la hache s'abat sur le sol de pierre et le fissure. Si rapide, s'exclame Aqua, les yeux écarquillés. Nick n'hésite pas. Il profite de l'ouverture pour lancer une contre-attaque fulgurante, ses poings s'abattant sur Benga avec une précision chirurgicale. Superbe contre, hurle le speaker tandis que la foule exulte. Le géant chancelle en arrière, un instant sonné. Mais avant même que le public ait pu reprendre son souffle, Benga riposte d'un coup puissant, envoyant Nick valser à l'autre bout de l'arène. Ils sont à égalité. Comment ce combat va-t-il se terminer? La poussière se soulève tandis que les deux combattants repoussent leurs limites, la force brute contre la technique parfaite. Soudain, dans un moment époustouflant, Nick parvient à contourner la garde de Benga et lui assène un coup dévastateur. Le colosse s'effondre, faisant trembler toute l'arène. Un silence s'installe, puis la foule explose de joie. Impossible. Benga a vraiment perdu, s'écrie quelqu'un. Ce bleu est fou. Aqua reste sans voix, les mains tremblantes d'excitation. Waouh! Souffle-t-il, incapable de quitter l'arène des yeux. La voix du speaker s'élève au-dessus de la foule en délire.
Après un combat acharné, le jeune espoir a infligé à Benga sa toute première défaite. Le vainqueur est Fighter Nick. Alors que le vainqueur, épuisé, lève le bras, Aqua bondit, presque en criant de joie. Quel incroyable retournement de situation dès le début du tournoi. Dire que j'allais assister à un match aussi intense. Son cœur s'emballe, un large sourire illumine son visage. Je suis heureux d'être encore en vie. Débarquant en trompe des portes de l'arène, Aqua lève les bras au ciel, débordant d'enthousiasme, sa voix résonnant dans la rue. Kyu. C'était magnifique. Il rayonne, complètement grisé par ce qu'il vient de voir. Les passants le regardent, perplexes, mais Aqua n'y prête aucune attention, il est encore sous le coup de l'euphorie de ce match incroyable. Tout en flânant dans les rues animées, il songe, un sourire satisfait aux lèvres. Les forts, leur corps pour seules armes, s'affrontant corps et âme. Impossible de rater un spectacle pareil. Après tout, la vie est faite pour être vécue pleinement. Il fredonne gaiement, réfléchissant à la suite. Franchement, le match d'aujourd'hui était génial. Je vais prendre un verre avant de rentrer. Soudain, une voix familière retentit. Aïe, zut! Ce salaud d'Aqua! Aqua s'arrête, clignant des yeux. HM? Cette voix. Il la suit jusqu'à une taverne voisine et jette un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur, Torzel est bien là, déjà bien imbibé et visiblement de mauvaise humeur. Patron, vous buvez beaucoup trop vite, s'exclame un membre du groupe. Taisez-vous. Apportez-moi encore à boire. Torzel repose sa chope avec fracas, furieux. Même quand je me moque de lui, ce salaud continue de sourire, murmure nerveusement un autre aventurier. C'est mauvais signe. Il réagit violemment parce que Kili a été froide avec lui. Dehors, Aqua soupire en observant la scène. Punaise, il est vraiment insupportable quand il a bu. Puis il entend un nom et se fige. Kili, le réceptionniste? De retour à l'intérieur, Torzel continue de vociférer. Un aventurier comme lui, il mérite mieux que ça. On se connaît depuis nos débuts, je sais de quoi il est capable. Les yeux d'Aqua s'écarquillent légèrement. Appuyé contre le mur, il se frotte la nuque avec un sourire fatigué. Alors c'est pour ça qu'il cherchait toujours la bagarre. Il rit doucement. Sérieusement, il dit n'importe quoi. Il devrait essayer de se mettre à ma place, ne serait-ce qu'une fois. Par la fenêtre, il voit Torzel frapper à nouveau le comptoir du poing. Je ne fais que penser à son bien, hurle-t-il, le visage rouge de frustration et d'alcool. Aqua ne peut s'empêcher de rire doucement. Il a tellement de mal à s'exprimer. Pense-t-il, son expression s'adoucissant. Puis, avec un petit sourire, il ajoute, malgré tout, il y a des façons plus élégantes de le dire. Sans prévenir, la rue paisible bascule dans le chaos. Un fracas assourdissant déchire le mur de la taverne et un corps est projeté hors du bâtiment, c'est Torzel, catapulté dans la rue sous une pluie de débris. Aqua, les bras croisés, cligne des yeux, incrédule. Il se précipite vers son ami, qui gît maintenant inconscient, étendu de tout son long au milieu d'un amas de caisses brisées et de fruits éparpillés. Achei, Torzel, ça va? Aqua s'accroupit près de lui et soupire en constatant que l'homme est complètement inconscient. Oh non, il est complètement KO. Bon sang, espèce d'abruti, tu fais un bruit infernal sans te soucier des autres. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, une voix furieuse retentit de l'intérieur de la taverne, c'est QI ce bordel. Ayez un peu de respect pour les autres clients. L'imposante silhouette de Benga à la hache puissante surgit du trou dans le mur, encore bandé suite à son combat précédent. Aqua lève les yeux, surpris. Et, c'est pas Benga à la hache puissante? Les yeux de Benga flamboient de rage. Aqua lève les mains pour l'apaiser. Tu n'as pas besoin de t'énerver autant pour ta première défaite. Certes, il était bruyant, mais... Benga l'interrompt en s'approchant et en le fusillant du regard. Qui diable êtes-vous? Aqua se contente de sourire et de répondre, moi? Je suis un de vos fans. La réponse ne fait qu'attiser la fureur du géant. TCH. Espèce d'enfoiré. Tu te moques de moi. Je vais te tuer. Dans un rugissement, il arrache un morceau du mur et charge comme un taureau enragé. Aqua expire et se redresse, prêt à en découdre. Laissez-moi tranquille, marmonne-t-il d'un ton détaché tandis que l'ombre de Benga plane au-dessus de lui. Je n'aime pas les combats mesquins.
En un instant, le poing massif de Benga s'abat et le combat est sur le point d'éclater en plein milieu de la rue. Alors que Benga frappe à nouveau, Aqua analyse calmement ses mouvements, puissants, mais trop amples, ce qui le laisse vulnérable. D'un contre fulgurant, il envoie le colosse valser de l'autre côté de la rue. La foule retient son souffle. Benga agit vaincu, et tous murmurent d'admiration en reconnaissant Aqua. Tentant de minimiser la situation, Aqua se gratte la joue et rit nerveusement, disant que le type a dû trébucher à cause de l'alcool. Mais lorsqu'il aperçoit le groupe de Torzel qui les observe non loin de là, il redevient sérieux. Il s'agenouille près de Torzel et lui dit doucement de ne pas se laisser abattre par cette défaite. Il l'encourage à transformer sa frustration en force et lui promet qu'il sera là pour le revoir combattre. Se relevant, Aqua lui adresse un sourire chaleureux et lui dit qu'il attendra avec impatience le prochain match de Torzel avant de disparaître au coucher du soleil. De retour chez lui, épuisé, il soupire en ouvrant la porte et annonce son arrivée, mais se fige en apercevant une mystérieuse femme qui l'attend à sa table. Elle le salue d'un ton désinvolte, « Bienvenue à la maison ». Complètement abasourdi, Aqua balbutie et lui demande qui elle est. La femme se contente de sourire, le laissant sans voix, tandis que le chapitre se referme. Surpris, Aqua exige de savoir qui est cette mystérieuse femme assise à sa table et comment elle a pu entrer chez lui. Elle répond calmement, lui demandant s'il fait référence à elle, incident, survenu plus tôt à la taverne, révélant nonchalamment qu'elle est déjà au courant. Lorsqu'il lui demande comment, elle sourit et affirme que c'est parce qu'elle est une déesse, voir de telles choses est tout à fait naturel pour une créature comme elle. Aqua se fige, abasourdi. Une déesse, s'exclame-t-il, mais elle poursuit avec assurance, se vantant d'être d'une beauté sans pareille, digne d'un statut divin. Tandis qu'elle prend une pose théâtrale, Aqua ne peut s'empêcher de penser qu'elle est sacrément prétentieuse. À sa grande surprise, elle répond immédiatement à ses pensées, confirmant qu'elle peut lire dans ses pensées. Alors qu'il s'inquiète intérieurement de cette intrusion dans sa vie privée, elle balaie la question d'un revers de main, affirmant être venue pour quelque chose de bien plus important, une offre d'emploi. Toujours perplexe, Aqua lui demande pourquoi une déesse lui proposerait un travail. Son ton se fait grave tandis qu'elle se lève, son bâton à la main, et l'appelle par son nom complet, Aqua Trussler. Puis, forte d'une autorité divine, elle proclame son dessein. À compter d'aujourd'hui, il doit endosser un nouveau rôle, un rôle qui changera son destin à jamais. À partir de cet instant, dit-elle, tu vas devenir le roi démon. Aqua la fixe, abasourdi, son esprit peinant à comprendre les mots qui viennent de sortir de la bouche de la femme. Hein? Qu'est-ce que vous venez de dire, demande-t-il, l'incrédulité se lisant sur son visage. La femme sereine assise devant lui, son aura divine légèrement perceptible, répète sans hésiter, je déclare qu'à partir de cet instant, tu deviendras le roi démon, Aqua Trussler. Aqua recule prudemment d'un pas, agitant les mains. Oh là là, attendez une minute. Admettons, pour les besoins de la discussion, que vous soyez vraiment une déesse. Pourquoi une déesse me demanderait-elle de devenir le roi démon? Quoi, vous voulez que je détruise le monde ou quoi? Son sourire serein ne vacille pas, bien au contraire, dit-elle en levant un doigt. C'est pour sauver le monde. Toujours perplexe, Aqua s'assoit en face d'elle tandis qu'elle lui verse du thé avec une élégance sereine. Permettez-moi de me présenter à nouveau, commence-t-elle. Je suis la déesse Uirasu. Peut-être avez-vous entendu parler de moi? Aqua hoche lentement la tête, reconnaissant le nom. Oui, tu es la déesse des anciennes légendes, n'est-ce pas? Celle du conte de la création. Son expression devient sereine et distante tandis qu'elle explique, en effet. Je suis la déesse qui a créé ce monde, celle qui a donné naissance à l'humanité. Une vision se dévoile, la déesse Uirasu façonne la planète de ses mains divines, la bénissant de lumière et de vie. Sous son regard bienveillant, l'humanité s'épanouit, bâtissant des civilisations et prospérant sous sa grâce. Mais son ton s'assombrit à mesure qu'elle poursuit son récit. Avec le temps, dit-elle gravement, des cœurs maléfiques commencèrent à se former au sein de l'humanité. Les ténèbres s'accumulèrent, propageant la corruption. De ces ténèbres naquit un dieu de pure malveillance. Aqua écoute en silence l'image d'une divinité difforme aux yeux creux qui émerge des ténèbres. Il s'appelait Watkua, dit-elle. Le dieu du mal, les ténèbres primordiales en personne. À ce nom, l'atmosphère se glace. Aqua comprend que ce que cette déesse attend de lui est bien plus important et bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. La déesse reprend son récit, faisant passer l'histoire du mythe à la vérité.
Jadis prospère sous sa protection, mais lorsque les ténèbres s'emparèrent des hommes, le monde se brisa. Afin de protéger l'étoile elle-même, la déesse Uirasu créa un héros pour guider l'humanité, tandis que le dieu maléfique Watkua engendra la race des démons et leur chef, le seigneur des démons. Les deux camps s'affrontèrent sans relâche, et le monde sombra dans une guerre qui dura des générations. D'innombrables épées demeurent enfouies dans le sol, témoins silencieux de ce conflit interminable. Aqua répète l'histoire à voix basse. C'est bien l'histoire, n'est-ce pas? Mais Uirasu le corrige gentiment. Oui, cependant, c'est un mensonge. Aqua se fige. Quoi? Ces paroles suivantes le bouleversent encore davantage. La vérité, c'est qu'Uirasu et Watkua, c'est moi. Aqua manque de tomber de sa chaise. Pourquoi mentir ainsi? Tu te moques de moi. Mais elle reste parfaitement calme, sa voix assurée. C'était pour le bien de l'humanité. Elle explique la vérité, toute la vérité. Il y a fort longtemps, l'humanité était au bord de l'autodestruction, déchirée par ses propres luttes intestines. Pour empêcher la civilisation de s'anéantir, elle créa le royaume des démons, les ténèbres primordiales, comme une menace artificielle. En donnant aux humains un puissant ennemi extérieur, elle les a forcés à s'unir. Les gens n'avaient pas d'autre choix que de coopérer, dit-elle. Aqua écoute, déconcertée mais comprenant peu à peu la situation. Elle poursuit. Le héros et le roi démon, à chaque génération, étaient aussi ses créations. Ils n'existaient pas pour s'entretuer, mais pour minimiser les pertes, un conflit maîtrisé. Les héros vainquaient toujours le roi démon, mais ils n'exploitaient jamais pleinement leur avantage. La guerre était conçue pour s'arrêter à un moment donné, offrant ainsi à l'humanité un exutoire sûr pour son agressivité et sa peur. Pour éviter que le monde ne s'effondre sous le poids des conflits humains, explique-t-elle, j'ai créé un ennemi commun. Une soupape de sécurité, pour le monde. Sur une carte simplifiée du monde, les deux camps se toisent du regard humain et démon, mais les guerres restent toujours circonscrites. Finalement, les représentants des deux camps se feraient face, régleraient leurs comptes, et ensuite, le cycle recommencerait. Et ce sera tout. La déesse baisse les mains, son expression s'adoucissant tandis qu'elle change de sujet. Elle explique que les humains comme les démons sont ses créations, tous sont des personnes auxquelles elle a insufflé la vie. Idéalement, elle souhaite que les deux camps prospèrent sans s'entretuer. C'est son vœu le plus sincère en tant que créatrice. Cependant, quelque chose a récemment mal tourné. Elle fait apparaître en plein air un graphique holographique lumineux et demande à Aqua de jeter un coup d'œil. Aqua regarde apparaître l'image flottante, se disant qu'être une déesse semble bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Intrigué, il se penche en avant. Que représente ce graphique? Uirasu explique calmement que le graphique représente la puissance militaire des royaumes humains et démoniaques. Aqua se rigidifie. La force militaire? Attendez. Laquelle? La déesse désigne la ligne supérieure. Celui-ci, bien sûr, c'est le royaume des démons. Le visage d'Aqua se décolore. Le royaume des démons? Ne sont-ils pas un peu trop forts? Uirasu hoche la tête avec une expression troublée. En l'état actuel des choses, le camp humain n'a aucune chance. Elle poursuit en expliquant que même au sein de l'armée des démons, certains individus ont commencé à prendre conscience de cet énorme fossé de puissance. Aqua avale. Donc, vous êtes en train de me dire qu'avant même qu'un héros ou un roi démon n'apparaisse, c'est la fin de la partie s'ils décident d'envahir. Exactement, répond-elle. Elle révèle alors la vérité troublante. Par un étrange caprice du destin, les individus les plus puissants de toutes les races démoniaques de toutes les lignées sont nés à cette même époque. De plus, leurs conflits internes ont disparu et leurs réserves alimentaires sont à un niveau record grâce à la meilleure récolte de l'histoire. Sans lutte intestine et avec des ressources abondantes, leur puissance a atteint un niveau sans précédent. Cette combinaison a engendré un résultat incroyable, un royaume des démons plus unifié et plus dangereux que jamais. Aqua regarde à nouveau le graphique. N'est-ce pas un échec et mat? Uirasu croise son regard, l'expression solennelle. Oui. Si les choses continuent ainsi, ce monde s'effondrera. Elle s'approche, la voix ferme, empreinte d'une résolution divine. C'est pourquoi, pour sauver le monde, j'ai besoin que tu deviennes le roi démon. Les yeux d'Aqua s'écarquillent de stupeur. Et depuis l'intérieur du royaume des démons, ajoute-t-elle, j'ai besoin que vous les reteniez. Ces paroles résonnèrent lourdement dans la pièce,
lui attribuant un rôle qui pourrait décider du sort du monde entier. La déesse commence calmement à expliquer la situation, projetant un graphique lumineux dans les airs. Elle lui révèle que les humains et les démons sont des êtres qu'elle a créés, et qu'idéalement, elle souhaite que les deux camps prospèrent sans s'entretuer. Cependant, elle précise qu'un problème est récemment apparu et lui demande de jeter un œil au graphique. Tandis qu'elle la présente, le protagoniste observe en sirotant sa tasse et marmonne qu'être une déesse semble étonnamment difficile. Il lui demande ce que représente le graphique. Elle explique qu'il illustre la puissance militaire du monde des humains face à celle du monde des démons. Pointant du doigt un côté, elle ajoute « Ceci représente, bien sûr, le monde des démons ». Lorsqu'il réalise à quel point ce chiffre est élevé, il panique, le monde des démons est bien trop puissant. Elle poursuit, en l'état actuel des choses, les humains n'ont aucune chance. Même avant l'intervention d'un héros ou d'un roi démon, ils seraient instantanément vaincus si les démons décidaient d'envahir leur monde. Pire encore, elle révèle que certains démons de leur armée commencent à prendre conscience de ce déséquilibre, ce qui ne fait qu'accroître le danger. Nous voici dans le royaume des démons, par un étrange coup du sort, les individus les plus puissants de chaque race démoniaque de l'histoire sont tous nés à cette époque. Sans conflits internes entre les clans et grâce à une abondance de nourriture due à une récolte record, leur puissance collective atteint des sommets. De retour dans la pièce, l'héroïne comprend que la situation est quasiment désespérée. Elle le confirme. C'est pourquoi, explique-t-elle, pour sauver le monde, elle a besoin qu'il devienne le roi démon, qu'il agisse depuis le royaume des démons et les retienne. Il demande si ce plan peut vraiment sauver le monde. Elle sort une boule de cristal, la laisse briller et dit. Probablement. Il explose, probablement. Elle hausse les épaules, affirmant qu'il n'y a pas d'absolu dans le monde. Il soupire, puis s'excuse. Il dit comprendre, mais, elle le coupe, lisant dans ses pensées, il préfère assister au combat de l'arène plutôt que de devenir le roi démon. Il se fige. Elle a raison. Il prétend que s'il est occupé à jouer au roi démon, le monde sera peut-être sauvé, mais pas lui. Elle tente de le calmer, lui conseillant de ne pas agir précipitamment. Voyant qu'il n'est pas convaincu, elle sort soudain une boîte à lunch soigneusement préparée. Elle explique qu'elle a apporté quelque chose pour lui, sachant qu'il réagirait ainsi. Il montre du doigt et lui demande si elle a déjà tout mangé. Elle reste silencieuse. Puis elle présente autre chose, pas de la nourriture cette fois, un document magnifiquement décoré. Elle lui dit « Voici mon cadeau pour vous, les privilèges du roi démon. » Plus tard, dans le royaume des démons, au château imposant du roi démon, le protagoniste brandit une feuille de parchemin. C'est manifestement un document officiel. Il le lit, stupéfait. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de contrat. Attendez, c'est un contrat marquant le début de sa carrière forcée en tant que prochain roi démon. Tandis que la déesse le guide à travers le grand couloir du château du roi démon, le héros, désormais déguisé en ce dernier, jette des regards nerveux autour de lui. Il lui murmure à l'oreille, se demandant si ce déguisement si fragile suffira à tromper qui que ce soit. Elle le rassure avec assurance, lui affirmant que tant qu'il jouera le rôle du roi démon, personne ne le questionnera. Après tout, lui rappelle-t-elle avec un petit sourire suffisant, elle est une déesse. Il gémit, frustré et embarrassé, insistant sur le fait que c'est injuste, il n'avait aucun moyen de refuser lorsqu'elle l'a coincé avec une offre pareille. Ils arrivent devant une porte massive et richement ornée. La déesse s'arrête et se tourne vers lui, lui expliquant qu'à partir de maintenant, s'il a besoin de lui parler en privé, il peut utiliser ses cornes. Elles servent de canal télépathique entre eux. Il répond maladroitement, oui, encore mal à l'aise dans ce rôle de faux roi démon. Elle le regarde droit dans les yeux. Es-tu prêt? Il déglutit et hoche la tête. La main agrippée à la lourde poignée de la porte, elle pousse les portes géantes pour les ouvrir. À l'intérieur, une immense salle du trône est déjà remplie de puissants démons de toute race, minotaures, chevaliers monstrueux, démons de type mage, hommes-bêtes et étranges guerriers insectoïdes. Chacun d'eux s'agenouille. Leur voix résonne. Nous t'attendions, notre grande déesse. Elle s'avance fièrement, bâton à la main. Aujourd'hui, j'ai amené le roi démon. La pièce frémit de stupeur, de murmures et d'admiration tandis que d'innombrables regards démoniaques se tournent vers le héros déguisé qui se tient derrière elle. Il se raidit, s'efforçant d'avoir l'air intimidant malgré la sueur qui perle sur son front. Elle élève la voix. J'ai des nouvelles à vous annoncer. Tous les démons restent silencieux, attendant sa déclaration divine. Le héros se tient à ses côtés,
conscient que sa vie, désormais, dépend entièrement de sa capacité à incarner le roi démon car le destin du monde des humains repose sur lui, il doit convaincre le royaume des démons de lui obéir. Le protagoniste, sous le choc, tente de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Aqua Trussler, la mystérieuse jeune fille qui se tient devant lui, répète calmement sa déclaration, à partir de cet instant, il deviendra le roi démon. Leurs formes émergent des ténèbres, chacune unique et incroyablement puissante. Ressaanka Flamquin. Rimria, la démone. Gorgra des hommes bêtes. Waterquin Quatli. Stilbuquin Justel. Narak Toniquin. Métal des dragons célestes. Goaguin, Lurtkin. Floraquin Rarafia. Envé des morts vivants. Zoro des yeux maudits. Windkin Rudafin. Yodouin de la malédiction noire. Tous, des monstres légendaires, le fixent avec suspicion. Se dire que leur déesse a choisi un nouveau venu plutôt qu'eux, qui est-il vraiment? La pression écrase l'air autour de lui. Son rythme cardiaque s'accélère. Il s'agit de l'armée la plus puissante qui existe. Mais au lieu d'avoir peur, il se met à sourire. Ça va être vraiment amusant.